quête de sens. Marie-Ange de Montesquieu. Comment avoir une vie conjugale, familiale, sociale et professionnelle épanouie? Réponse, soyez alignés. Ce genre de slogan vous dit sûrement quelque chose tant nos magazines féminins ou autres revues lifestyle en sont truffés. Être en cohérence avec ses valeurs, être aligné spirituellement, eh bien, ça fait rêver tout le monde. Mais n'est-ce pas au fond une lubie? Est-il vraiment possible d'être aligné? Et puis d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? On va en parler avec mes trois invités que j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui. Béatrice Millettre. Bonjour Béatrice. Bonjour. Ça fait plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci beaucoup. Vous êtes docteur en psychologie, formée aux neurosciences. Vous avez écrit une trentaine d'ouvrages. On peut citer quand même le petit dernier, La thérapie de l'alignement chez Marabout. Alors juste au passage, c'est quand même, on disait avant de rentrer dans ce studio, il semble que ce soit devenu un peu un mot valise, c'est-à-dire un mot slogan qu'on voit, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on met tout dedans, un peu comme la résilience qu'on voit beaucoup fleurir, mais au fond... Oui, c'est pas faux. Alors le titre, je peux vous apprendre, toujours choisi aussi avec les éditeurs, tout ça. Moi j'avais proposé l'antithérapie, on m'a dit non mais là moi j'aurais bien aimé que ce soit ça. Après on me dit tu te torpilles, tu tires une balle dans le pied, ça va pas marcher. Avec l'idée que quand même quand on est aligné, moi c'est cette idée-là, c'est qu'on n'a plus besoin de thérapie finalement. Ben voilà, vous pouvez sortir. Ben voilà, je peux sortir et merci pour votre participation. Merci, au revoir. Dominique Jantor est avec nous également. Bonjour Dominique. Bonjour. Ravie de vous retrouver. Vous êtes la fondatrice et la dirigeante, si je ne me trompe pas, de Team Création. C'est bien ça, toujours. Vous avez écrit de votre côté Réussir en étant pleinement soi-même chez Interédition. On est bien dans notre thème. Nous accueillerons dans quelques instants Stéphane Flocari, docteur et agrégé de philosophie, qui viendra nous rejoindre d'ici quelques minutes. Alors, merci pour ce bout de définition. Quand je vous dis être aligné, il faut être aligné. Stéphane arrive, merveilleux. Mettez-vous à ma gauche, cher Stéphane. Nous sommes en direct, tout va bien. Du coup, je vais présenter Stéphane Flocari, qui est, donc je vous le disais, docteur et agrégé de philosophie, qui a écrit de nombreux... Qu'est-ce qu'on mentionne aujourd'hui, Stéphane, comme ouvrage, peut-être en gestation, en lien peut-être avec l'émission du jour, parce que le sport et moi, ça peut permettre de s'aligner, le sport. Mais... Bonjour Marie-Ange. Stéphane. Bonjour. Moi, je sors au mois de novembre un livre auquel je tiens beaucoup. C'est La bibliothèque idéale de Nietzsche aux belles lettres. Oh, magnifique. 500 pages, des plus belles pages de Nietzsche pour les faire lire à tout le monde sur l'éducation, les anciens, les Grecs, la tragédie, mais aussi la sexualité, l'amitié, l'amour, le mariage. Bref. Et la religion La compliqué. Religion, la question de la mort de Dieu, bien sûr, mais aussi d'un nouveau polythéisme, c'est ce qu'appelle Nietzsche. Enfin, toutes les questions que la philosophie de Nietzsche traite, et elle est très ample. Alors, j'allais demander à Dominique Janteur ce qu'elle pensait de l'alignement, ce que je vais d'ailleurs lui demander tout de suite, juste le temps que Stéphane essuie ses lunettes correctement et les range. Allez-y, Dominique. Ça vous parle, l'alignement? Alors, être bien aligné évidemment. À la rédaction, on m'a dit, c'est quoi ce titre? Ça veut dire quoi, être aligné comment Alors, justement, c'est un mot valise, comme vous l'avez dit. On en rêve tous. Et on va mettre sa vie entière à s'aligner. Donc, c'est quand même un peu dommage parce que si on pouvait gagner du temps et être aligné plus tôt, ça permettrait de faire des choix rapidement, d'avoir son propre leadership et de finalement être très clair sur la manière dont on décide, sur la manière dont on a ses cercles d'amis et de relations et de gagner beaucoup de temps. Stéphane, c'est quoi d'où vient cet alignement dont tout le monde parle à votre avis? Ligne? Il y a ligne dedans, c'est ça? Alignement. Il y a ligne dedans. J'avoue que je me suis mis vraiment à y réfléchir un peu sérieusement dans la perspective de cette émission. Je vous remercie. Et je ne connaissais pas vraiment très bien ce vous concept. Vous n'êtes pas le seul, à la rédaction, ça fait polémique. Moi, vous me parlez aligné, non aligné, vous me parlez de la guerre froide, je comprends. Oh, oui. J'ai appris ça dans mon programme d'histoire. Vous me parlez de se faire aligner par une pervenche dans la rue parce que vous avez pris une amende, je comprends. Vous me parlez de la chanson de Jacques Brel, au suivant, et on est alignés les uns derrière les autres. Mais non, je crois que la notion d'alignement, telle qu'elle existe, j'imagine, dans les magazines féminins, c'est ce que et je disais dans l'introduction. Et peut-être aussi dans ce qu'on appelle aujourd'hui, mais je le dis sans mépris, ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel ou la recherche de soi. Je sors d'un cours ce matin où j'enseigne en HLP, en humanité, littérature, philosophie, ce qui est aujourd'hui au programme pour des élèves, disons, un peu littéraires, c'est la recherche de soi. C'est un des programmes qu'on a en terminale. Donc, c'est une affaire très sérieuse. La recherche de soi en terminale. La recherche de soi. C'est bien parce que c'est parallèle au cours de philo en tronc commun. Mais pour vous répondre, Marie-Ange, sur cette question de la linéarité, je pense que vous touchez ici l'essentiel. Le problème, c'est que, et je pense qu'on va en parler dans le détail, on va avoir le temps d'y penser ensemble, c'est qu'une ligne, c'est spatial.
pas? Une ligne, c'est spatial, c'est un ensemble de points qui, par définition, se succèdent le long de ce qui peut être une droite. Bon. Ok. Le problème, c'est que le temps, même si les sciences physiques le pensent comme linéaire ou comme homogène, on sait très bien que le temps de notre vie n'est pas un temps homogène et ça n'est pas un temps linéaire. Aucune de nos vies n'est linéaire et aucune de nos vies, ce serait affreux sinon, n'a à suivre exactement la même ligne que toutes les autres vies. Donc, si on entend par alignement le fait de créer sa propre ligne, alors là, je comprends. Sinon, c'est une normativité qui serait extérieure à ma vie et là, je comprends moins bien. Toute la difficulté, parce que moi j'ai fait un peu des recherches pour venir dans votre émission. Vous savez que je viens jamais les mains vides quand je viens vous voir. J'aime bien avoir Cher travaillé. Stéphane. C'est l'alignement. Moi j'ai vu qu'il y a des gens qui parlent de l'alignement du corps, Ouais, du cœur, tout à fait. du l'esprit. corps, du cœur et du cerveau. Mhm. Bon, alors je suis pas sûr que le cerveau ce soit l'esprit. On parle d'alignement spirituel aussi. Voilà, voyez. je suis pas sûr que le corps soit entièrement séparable du cerveau et je suis pas sûr non plus que ce qui se passe dans mon cœur, au sens affectif, n'engage pas aussi ma pensée et ce qui se passe biologiquement dans mon corps. Alors, je vais m'adresser Donc à c'est la un sujet riche. Ouais, je vais m'adresser justement à la psychologue qui est avec nous, Béatrice Millet. Est-ce que justement, on n'est pas obsédé par être aligné, être en cohérence en fait avec soi-même, à l'heure où alors nous, on nous le dit toujours dans cette émission quasiment tous les jours, à quel point on est déconnecté de son corps, de ses émotions, en fait, on n'arrive pas à mettre tout en cohérence. Donc à aligner d'une certaine façon. Aujourd'hui, Oui. l'homme du 21e siècle. Oui, je crois que l'homme et même l'enfant du 21e siècle n'est pas tout à fait aligné, si on met encore ce mot. Ouais. Et je suis d'accord avec cette notion de linéarité qui fait que finalement, on n'est pas alignés tous de la même façon, sinon ça n'a absolument aucun sens. On est bien d'accord. Cette notion de normativité, moi je la combats en permanence. Parce que moi, mon métier, c'est d'aider les gens à être bien dans leur basket et vous et moi n'aurons pas la même vision de ce que ça veut dire être bien dans nos baskets. Non, on est d'accord. On est d'accord. Donc voilà, donc c'est très très singulier. Il faut tenir compte des singuliers de chacun. Et donc ça dépend aussi des moments de notre vie. On ne peut pas demander à un enfant de 10 ans d'avoir le même recul spirituel ou philosophique sur la vie parce qu'on ne veut pas en faire un moine bouddhiste à 10 ans. Enfin, peu importe. Mais donc voilà, il y a aussi cette question du temps qui passe, ça c'est bien certain. Mais globalement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les gens vont mal. Ouais. Et par exemple, il y a un chiffre moi qui m'a Cette frappé. petite fille qui s'est suicidée à 9 ans avant-hier. Mais voilà. C'est incroyable, c'est effrayant en fait. Mais voilà, c'est effrayant, les enfants vont mal, on a des chiffres sur la santé mentale des jeunes qui sont calamiteux, on ne peut pas dire autre chose. Et donc ça veut dire quelque chose. On a par exemple aussi un chiffre qui nous dit que chez le médecin généraliste, 50% des consultations le sont pour des troubles somatoformes. Ça veut dire pour lesquels 50%, 50% chez les D'accord. adultes. Les enfants, on n'a pas les chiffres. Mais c'est le mal de ventre avant d'aller à l'école, c'est toutes ces choses-là. Et si vous voulez, ça veut dire qu'il n'y a pas une pathologie identifiable, en tout cas, directement. Et moi, j'extrapole ça en disant, ça veut dire qu'on a 50% des gens qui ne sont pas alignés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas bien dans leur peau, qui ne sont pas là où ils devraient être, qui n'ont pas la vie qu'ils devraient avoir. Alors on me dit, oui, mais métro, boulot, dodo, c'est normal, la vie c'est comme ça, c'est pas rigolo. Mais non, pourquoi c'est pas, si la vie peut être chouette, et les ados ont perdu leur rêve aujourd'hui. Vous leur dites, tu vas avoir un métier chouette, ils me disent, non, pas du tout, parce qu'un métier c'est casse-pied. Et c'est effrayant les lycéens quand même. Donc voilà, donc l'idée de Un métier, c'est l'alignement... casse-pied. Bah oui, c'est casse-pied. Bah oui, un métier, c'est casse-pied, mais c'est pas vrai. Enfin, ça peut, mais c'est pas toujours. Un métier, c'est casse-pied. Alors là, Dominique Janteur, Ça, vous c'est êtes d'accord ou effrayant. pas? Vous Pas repérez du tout. Mais ça peut être la croyance. Surtout que je pense que l'alignement, on l'a pas toujours. On passe son temps à être désaligné à plusieurs moments de la journée. Et donc la question, ça serait comment on peut se réaligner alors que la vie se charge de vous désaligner. Alors oui et non, parce que en fait, moi je dirais il y a plusieurs facteurs dans le fait d'être aligné. Il y a déjà de se connaître et vous parliez de normalité, normativité, d'être en phase avec son propre fonctionnement. C'est-à-dire on parle beaucoup aujourd'hui de diversité cognitive et de différentes manières de raisonner d'un point de vue neurologique. Eh bien, en gros, on a fabriqué des gauchers contrariés pendant des décennies. Aujourd'hui, on se réapproprie finalement le fait d'être un gaucher et avec ce que ça veut dire. J'ai le droit, j'assume, je suis bien, sans sortir un panneau pour dire je suis gaucher du cerveau finalement. Et donc, il y a ces fonctionnements intrinsèques qu'on redécouvre ou qu'on découvre tout court. Donc, il y a d'être en phase avec son fonctionnement pour pas être à l'envers de soi, tout simplement, Ouais. déjà. Parce que ça, c'est fondamental. Et on a un nombre de personnes qui, justement, ne savent pas, qui sont singuliers et fonctionnent. Donc, c'est très énergivore, en dépit du bon sens, etc. Donc, il y a ce premier pilier, j'ai envie de dire. Et puis, il y a le côté, effectivement, dont on parle un peu partout, qui sont les valeurs. Mais ça, en même temps, on fait faire des listes de valeurs, ça veut rien Qu'est-ce dire. qu'on peut en parler des Mais valeurs? ça marche pas. Mais c'est plutôt d'avoir, c'est un peu pompeux, mais d'avoir sa vie en adéquation avec nos aspirations, d'avoir le droit de rêver, d'avoir le droit d'essayer d'aller dans cette direction. Là, évidemment, on l'atteint pas, mais ça permet, en fait, c'est un chemin de vie
où on grandit en croissance, par exemple, en conscience, en connaissance de soi, en connaissance des autres. Le Et- chaos et- est une perception, Stéphane, parce que le philosophe, on en a besoin. Pain pour pain. Parce que là, quand on entend ça, on a l'impression qu'on est vraiment dans le chaos. La vision des ados, la vision des jeunes, vous qui vous êtes beaucoup, beaucoup occupé des jeunes, si ce n'est encore aujourd'hui, je ne sais plus où vous en êtes de ce côté. Non, des étudiants, c'est un peu... Des Ils sont un peu plus étudiants, âgés, mais des enfin bon. élèves, des décrocheurs Et scolaires, voilà. des élèves excellents. J'ai un peu, moi, tout l'arc. Ouais. Je confirme absolument le tableau de dégradation de la santé mentale dans les lycées, dans les universités. Ça devient très, très grave. D'accord. La statistique qu'on a eue la semaine dernière, c'est qu'un étudiant sur 3 déclare vouloir arrêter ses études. Waouh. À 1 sur 3, un sur 3, d'accord. à court terme. Bon, on sait qu'un sur 2, de toute façon, se réoriente à la fin de la première année. Donc, il y a une grande incertitude. Bon. Après, si on essayait de relativiser, on pourrait se dire aussi que quand on change les instruments de mesure, on change la mesure. Donc, si on nous avait mesuré, nous autres, il y a 40 ou 50 ans, est-ce qu'on était tous dans un très bon état mental? Je suis pas Est-ce qu'on sûre, était hein. alignés? Est-ce que tout allait bien? On n'est pas chez le Notre psy à l'époque. sexualité, nos enseignements, nos relations à nos parents, notre projection dans l'avenir. Bon, alors moi, ce concept d'alignement, je le prends volontiers, comme on reçoit une balle et qu'on essaye d'en faire quelque chose. J'avoue que je le prends un peu avec des pincettes, parce qu'au fond, j'ai l'impression Madame, en psychologie, a associé ça à l'adéquation à soi. Je trouve ça très juste. Je pense que, en fait, dans ce qu'on appelle aujourd'hui alignement, on a à la fois santé, équilibre, Ouais. harmonie, adéquation, conformité, etc. Ce qui me gêne dans la notion d'alignement ou d'aligner, c'est qu'être aligné avec soi, ça supposerait qu'on soit soi-même tous les points de la ligne. Or, par définition, je ne peux pas savoir ce que je serai dans 10 ans, dans 15 ans, Et dans puis ce 20 qui va ans. m'arriver, comment Voilà. je vais réagir Et les aussi. événements qui vont arriver. Et vous Franchement. savez, alors Aristote, il y a très longtemps, on va aller bien avant Nietzsche, là, ma chère Marie-Ange, 2500 ans avant, ce que dit, très bien Aristote, c'est que quand on veut agir, quand on est dans le domaine de l'action, il faut toujours se rappeler de la ligne de plomb qu'utilisaient les maçons grecs pour construire les maisons. Alors une ligne de plomb, c'est une ligne qui précisément va se tordre et va épouser les anfractuosités et les irrégularités de la maison. Donc si trouver sa ligne finalement, s'aligner, c'est le contraire de précisément s'en remettre à une norme externe à soi, où on devrait tous être les mêmes, on devrait tous aller à la salle, tous faire de la muscu, tous peser 50 kilos, etc. Bon, on voit que ça, c'est des machines à stress pour beaucoup de gens. Mais si par contre, l'alignement, ça laisse une part de souplesse, ça laisse une part d'inventivité, une part de liberté, aussi une part de déculpabilisation. Parce que sa vie, on ne l'amène pas toujours bien. On fait des conneries, on se trompe. On régresse, parfois on progresse, parfois on avance, on tente quelque chose, on y arrive, on n'y arrive pas. Alors c'est le couple, c'est les gosses, c'est le boulot, etc. Donc on est un peu cerné par beaucoup de choses. Et je pense que l'homme contemporain, celui que nous sommes aujourd'hui, l'homme, la femme contemporain que nous sommes aujourd'hui, il se demande beaucoup à lui-même et on lui demande énormément à lui-même. En fait, donc, on ne supporte plus d'être imparfait. Voilà, on voudrait absolument que tout aille bien, qu'on ait des orgasmes tout le temps, qu'on ait des augmentations tout le temps, qu'à chaque cours on soit hyper passionné, etc. Ça ne se passe pas comme ça, la vie réelle. Et je crois que moi qui suis un éducateur, un pédagogue, un professeur, je suis un auteur et écrit des livres, l'une des choses que j'essaye de transmettre aux êtres humains auxquels j'écris et auxquels j'enseigne, c'est aussi la fragilité, la déception, l'échec. Nous sommes des êtres vulnérables, mais on peut aussi avoir des idéaux, on peut aussi viser des choses. Et l'une des choses qui est assez terrible dans ce qu'on a entendu tout à l'heure, mais qui est tout à fait dans l'air du temps, c'est qu'effectivement, le boulot, le travail, ça va plus être quelque chose de central pour les gens qui arrivent là. Moi, ce que je rencontre à l'université, c'est très compliqué, c'est sans doute multifactoriel, c'est multiparamétré, mais disons que les 18-30 ans, pour eux, leur accomplissement, il ne va pas forcément se faire dans la sphère publique, il ne va pas se faire simplement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand on les réduit à des gens qui cherchent à avoir de l'argent, etc. Ce n'est pas simplement un accomplissement financier, ils cherchent, eux, précisément, une sorte d'idéal ou d'équilibre, difficile à trouver. Malheureusement, quand ils ouvrent les réseaux sociaux, ils voient des gens qui réussissent simplement en vendant une recette de cuisine sans sortir de chez eux ou en mettant un joli rouge à lèvres. Donc, ils ont l'idée que ça peut être facile de dégager de l'argent pour avoir du temps à soi, etc. Eh bien, nous, on est là comme des vieux rabat-joie pour leur dire, vous savez, un boulot, c'est un peu toujours pareil. Vous savez, il ne faut pas non plus les considérer pour
prendre pour argent comptant tout ce qui va sur les réseaux, où ils ont du recul. Ils savent très bien que justement, ce qu'on leur montre, le rouge à lèvres, machin, c'est pas la vraie vie. C'est aussi pour ça qu'ils perdent leurs illusions, parce qu'ils n'y croient pas. Mais Et j'aimerais effectivement, penser quand comme vous. Je pense on- aussi qu'ils y sont scotchés à leur réseau Pas et tous, qu'en pas étant tous, scotchés à pas leur réseau, tous. demandez à un lycéen Pas le tous. temps moyen qui passe sur son ordinateur, Mais pas sur son tous, téléphone, pas tous. c'est 4 ou 5 heures. Non, c'est en On est moyenne sur d'accord, une classe de on est 30. d'accord, mais pas Ils tous. sont quand même un Et petit ils ont peu quand Ah même non, mais il ne assez, s'agit pas de les oui. caricaturer, mais Mm. ils sont Oui. très scotchés à leur réseau. Oui, bien sûr. Ouais. Mais ils ont aussi cette capacité à y trouver des bons aspects. Ils ont cette capacité aussi à prendre du recul, à savoir que tout n'est pas argent comptant. Peut-être davantage Ils ont- maintenant qu'avant. Oui, tout à effectivement. fait. Ceux Un tout petit peu d'aujourd'hui, je plus. pense. J'aimerais être aussi optimiste que vous. Eux, ce qu'ils veulent principalement, parce que moi j'en accompagne beaucoup en Oui. tant que thérapeute, Moi aussi, professionnel beaucoup de comme santé professeur. mentale, voilà, bien sûr. Mm. Eux, ce qu'ils veulent, c'est principalement pouvoir exprimer leur propre personnalité. C'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans cette hyper-segmentation, de dire je suis comme si, de mettre des étiquettes sur beaucoup de choses. Ouais. Ce qui leur permet à terme de vouloir C'est s'en vrai. abstraire, justement, et c'est leur revendication aujourd'hui principalement. Et effectivement, quand vous parlez d'alignement, l'alignement n'a jamais pour vocation à être figé. C'est quelque chose d'évolutif. Évidemment, si on disait c'est comme ça pour la fin des temps, ben non, ça marche pas du En tout. fait, le risque, c'est de le tout à prendre fait comme une évolutif. injonction. En fait. Avec cette notion, ce que vous décrivez tout à fait, de dire mais la société, elle nous... Voilà, c'est d'avoir le recul aussi sur qu'est-ce que ça veut dire d'aller bien. Et d'aller Ouais. bien, ça ne veut pas dire d'aller bien tout le temps, ça ne veut pas dire 100% de bonheur, ça ne veut pas dire d'être là-haut tout le temps. C'est pas ça. Et justement, c'est ce qu'on enseigne aux gens, notamment en thérapie. Et avec, moi, j'aime pas le développement personnel, parce que ça veut dire on est tout seul et on oublie on est les autres. d'accord. Mm, Parce exactement. que c'est personnel et il n'y a pas le collectif avec. Ouais. Et c'est d'aller vers cette intelligence collective qui attire aussi beaucoup les jeunes d'aujourd'hui. Mais l'alignement, c'est aussi pour tout le monde, les plus âgés, les enfants, les familles, dans le travail, etc. Mais c'est jamais figé. Et c'est pas une vision de perfection. Loin s'en faut. C'est bien pour déconstruire ça qu'on parle d'alignement. Mais Parce que la moi, je n'ai pas perfection laissé entendre ça et du les, tout. et les, Non, comment non, dire, on a bien. et, ouais, ouais, les, et, effectivement, mais- les, et les aléas qui nous arrivent sont aussi des sources. Alors, pas que, faut pas Ben dire oui. que c'est à toute chose malheur est bon, mais oui aussi quand même, en partie en tout cas. Alors, pas systématiquement, faut pas non plus dire ça. On a quand même des Mais- difficultés tous, même moi, hein, à supporter la contrainte. Alors peut-être moins que des jeunes, effectivement, des personnes qui sont nées dans les années 2000 ou plus récemment. Et c'est vrai que le rapport à la contrainte on est peut- délicat. on peut aujourd'hui, quand hein. même reprendre parce Dominique, que la réussite. Alors, moi, j'ai envie de rebondir sur ce qui a été dit. Je suis un peu moins pessimiste. D'abord, on intervient à l'école. Alors, c'est des enfants très jeunes. On leur fait des ateliers sur la confiance en soi. Et entre autres, je pense à un atelier où c'est un atelier philo. où C'est un petit garçon africain qui doit tuer un lion pour être un homme. D'accord. Ça, c'est une injonction. Et il va chercher son lion, manque de bol, le lion est blessé et lui dit « Tu peux me tuer, mais ça sera sans gloire. Par contre, tu seras un héros dans ton village. » Et là, on demande aux enfants de réfléchir. Mhm. On coupe la fin, on demande aux D'accord. enfants de réfléchir. Et ils arrivent, et on l'a fait dans 10 classes, D'accord. et les 10 fois, la question philo, ça a été « Est-ce qu'il vaut mieux être un homme à ses yeux ou aux yeux des autres ?» On ne pouvait pas imaginer que de 8 à 10 ans, les enfants allaient poser cette question, qui est la véritable question de ce conte philosophique qu'ils appellent Yakuba. Et donc ça, je trouve que c'est assez rassurant de se dire que finalement, ils se ressentent sur être aligné, c'est être un homme à ses yeux. Donc ça, c'est le premier point, et c'est les enfants. Le deuxième point, c'est qu'on va aussi dans les hôpitaux avec des enfants qui ont des graves, Maladie. parfois maladies. Et à chaque fois, quand on embarque des collaborateurs dans ces hôpitaux, ils ressortent en disant « Ces enfants sont extraordinaires, on a plus appris avec eux ». Et donc ça réaligne. Et le dernier, c'est en entreprise. Et en entreprise, il y a 15 ans, on voulait développer un leadership qui était normé sur les valeurs de l'entreprise. Et aujourd'hui, les grands groupes nous demandent le leadership singulier. Et moi, je suis extrêmement reconnaissante que les DRH portent ce propos et elles-mêmes disent « Mais on ne vous demande pas un leadership, tout le monde le même. On vous demande votre propre leadership. » Ouais, ça c'est quand même pas simple. Stéphane Flogari, vous êtes sceptique ou pas? Vous avez le droit Oui, je suis complètement. très sceptique. Alors allez-y. Je suis très Monsieur le sceptique. Je suis très sceptique. D'abord, je veux revenir sur les Allez-y. questions, d'abord de centralité du travail dans l'existence aujourd'hui, et puis deuxièmement, de cette question de l'indépendance supposée ou non de nos jeunes gens avec les réseaux. Bon, moi, ce que j'observe comme professeur à l'université et au lycée, et aussi avec les informations
que me donne tous les jours ma femme, qui dirige une grande école de commerce parisienne. C'est qu'elle est au contact avec beaucoup de jeunes gens, ça c'est vrai, c'est un fait incontestable, qui vont pas bien. Qui vont pas bien pour tout un tas de raisons, familiales, sociales, économiques, sociétales, ambientales, atmosphériques, vous les appelez comme vous voulez, pédagogiques, etc. Beaucoup n'arrivent pas, il faut l'entendre, n'arrivent pas, même dans les amphithéâtres d'écoles de commerce, même dans les amphithéâtres d'université, même quand ils aiment la discipline, n'arrivent pas à se concentrer des heures entières sans décrocher de leur téléphone portable. Qu'est-ce qu'ils vont chercher dans le téléphone portable ? Si ce n'est une sorte de réalignement complètement velléitaire avec eux-mêmes, si j'utilise le terme d'alignement, où ils voient quoi ? Ils voient soit des choses complètement sottes, incongrues, insolites, qui les divertissent, au sens pascalien du terme, soit ils voient des choses qui les intéressent parce que leur vie passe par leur téléphone et passe par des écrans. Donc les informations, les mails, les téléphones, les rendez-vous. Ou pas ? Aujourd'hui, c'est un appareil où on se réveille avec et on se couche avec, je veux dire, notre téléphone portable. C'est un fait que c'est un outil. Vous ne pouvez plus prendre un avion, vous ne pouvez plus prendre un train, vous ne pouvez quasiment plus aller au théâtre si vous n'avez pas votre téléphone portable. Tout passe par lui, quasiment. Bon, tout est dématérialisé. Bon. Mais quand même, je pense que ces écrans, franchement, je ne suis pas très original en disant ça, ont vraiment, à long terme et en profondeur, un effet délétère sur leur santé mentale, justement. Par exemple, on sait que sur les réseaux sociaux, quand ils regardent sur les réseaux sociaux, alors pas Facebook, c'est un truc de vieux, il n'y a plus que vous et moi dessus, Marion. Mais je vous parle d'Instagram, de Snap, etc., qui sont des trucs ultra rapides, sensoriellement extrêmement puissants et très répétitifs. Ouais. Bon, on sait qu'ils regardent, il y a une sorte d'excitation à regarder, ils cherchent, et puis ensuite, il y a des petits épisodes un peu de déprime derrière, parce que toutes les choses extrêmement positives, extrêmement favorables, j'ai vu les autres alignés, justement, sous un tour apparemment alignés, exactement. Et moi, par rapport à eux, je me sens en porte-à-faux, je me sens un peu en oblique. Et concernant la question du travail, c'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une vraie difficulté avec des générations de jeunes gens qui arrivent, qui sont de plus en plus diplômés, de plus en plus préparés, qui entrent de moins en moins sur le marché du travail sans avoir de baccalauréat ou sans avoir même quelques années grappillées après le baccalauréat, qui ont des aspirations personnelles. Et précisément, l'un des grands lieux du désalignement pour eux, c'est la vie professionnelle. Parce que la vie professionnelle, vous êtes obligé de vous aligner à elle, oui, que vous vouliez ou pas. Vous êtes obligé de vous coucher tôt, vous êtes obligé de vous lever tôt, vous êtes obligé de vous investir, d'avoir les yeux en face des trous. Travailler, c'est compliqué. Voilà, on revient à ça, finalement. Travailler, ça n'a jamais été simple. Aujourd'hui, c'est vrai aussi qu'au travail, on vous demande beaucoup, que le travail aujourd'hui déborde. Vous êtes un prof, vous répondez à des mails à 23h. Vous êtes un avocat, vous écrivez des mails à 2h du matin. Donc, c'est difficile de justement garder cet alignement de la vie où avant, la juxtaposition des moments et des tranches de votre vie faisait que vous étiez un moment pleinement en famille, pleinement au travail, pleinement, etc. Aujourd'hui, tout va très vite. Mais ça n'avait aucun sens. Aujourd'hui, la question du sens, elle est première. Parce qu'une fois qu'on a dit ça n'avait aucun sens d'être en famille et de couper son rapport avec son travail. Non, attendez. On se retrouve juste après la pub. On reviendra vers vous, chère amie Béatrice Millettre. À tout de suite. Sur RCF et Radio Notre-Dame, suivez l'actualité internationale grâce au journal de Radio Vatican. Du lundi au vendredi, la rédaction francophone vous donne rendez-vous à 8h30, 13h et 18h, ainsi que le samedi à 18h. Avec Radio Vatican, restez connectés au monde. Enfin, une bonne nouvelle vous propose chaque semaine de placer les évangiles au cœur de notre quotidien. Béatrice Soltner, avec l'éclairage d'un bibliste, explore un texte d'évangile et nous en fait savourer la nouveauté. Enfin, une bonne nouvelle, c'est tous les mardis à 14h30. Je crois, je prie, je donne pour la mission. À l'occasion de la Semaine missionnaire mondiale, les œuvres pontificales missionnaires vous invitent à poursuivre la mission universelle de l'Église dans la communion des saints. Un legs aux œuvres pontificales missionnaires est un acte chargé de sens, une affirmation de votre foi, de vos convictions profondes. Demandez la brochure par courrier adressé aux OPM, 12 rue Salat, 69002 de Lyon, ou via notre site opm-france.org. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu. Attention, l'attention monte quelque peu dans cette émission Quai de sens. Est-il vraiment possible d'être aligné ? Écoutez, avec ce sujet, je ne pensais pas qu'on allait atterrir
dans un climat, dans une atmosphère pareille, mais c'est très intéressant justement puisque nous sommes au cœur d'un chantier dans notre société qui est multilatéral, qui est multifacette. Béatrice Millettre est avec nous, docteur en psychologie, spécialisée en neurosciences, qui a écrit donc La thérapie de l'alignement, son dernier ouvrage chez Marabout. Stéphane Flocari, docteur agrégé de philosophie, qui s'apprête à sortir un dernier livre sur la non pas les correspondances de Nietzsche, ça c'était avant, sur les meilleurs textes, les textes choisis de Nietzsche. Bibliothèque idéale de Nietzsche, voilà. Toujours d'édition des belles Toujours lettres. belles lettres, mon cette fidèle éditeur, merveilleuse bien maison sûr. d'édition. Approchez-vous de votre micro, Stéphane, s'il vous plaît. Oui. Et Dominique Janteur, fondatrice dirigeante de Team Créaction, qui intervient dans les écoles, mais aussi dans les entreprises. Elle vient de publier Réussir en étant pleinement soi-même chez Interédition. Hein. On sent qu'il y a une sorte de laboratoire aujourd'hui qui opère, qui cherche et qui recherche un peu ce qui nous meut, ce qui nous met en tension, ce qui nous pousse vers l'avant, ce qui nous pousse à ne pas se lever le matin, à ne pas rester au lit le matin, et à se lever, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Voilà. Alors, Béatrice Millettre, c'est à vous, chère madame. Béatrice Millettre, vous disiez, juste avant que nous nous séparions il y a quelques instants, au fond, on en est là aujourd'hui. Les jeunes qui naissent, c'est vrai que ma fille a 4 ans, et on sent qu'on a du mal, on a peur en fait pour eux, parce qu'on se dit, on se projette, on se dit mais c'est effrayant, ils sont nés avec les écrans partout, ils ont l'air d'être déjà multitâches en naissant, enfin... Mais en fait, à un moment donné, c'est pas possible, il va falloir s'y faire, quoi. C'est-à-dire, on est dans ce monde-là, ces enfants naissent comme cela. Nous, on est nés avec les livres, les encyclopédies. Eux, ils naissent avec TikTok et Snapchat. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'on peut le voir autrement. C'est ça votre vision des choses, Béatrice? C'est-à-dire que, moi, encore une fois, on a beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes, tous les âges vont mal finalement. Enfin, excusez-moi, mais le monde aujourd'hui autour de nous, il n'est pas très réjouissant. Non, et sans prendre parti d'un côté ou de quelque parti que ce soit, d'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe, on n'a pas très envie de se lever le matin quand même. Et nos jeunes, ça, ils le voient bien. Donc le monde qu'on leur montre, nous, en tant qu'adultes, c'est pas folichon. Et tout ce malaise, alors on le voit avec les enseignants, on le voit avec les enfants qui vont de plus en plus mal, on le voit avec les prescriptions de médicaments pour le trouble de l'attention. Le trouble de l'attention, officiellement, avec l'OMS, on est à 10%. La prescription du médicament a augmenté de 80% cette année. Il y a des pays, ça explose. Donc, on n'a pas tous un TDAH, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le TDAH, c'est un trouble neurologique qui est bien balisé. Donc, on est à 10% mondialement. On ne peut pas être à 30%. C'est pas possible. Il n'y a pas une épidémie, même si ça augmente les troubles neurodéveloppementaux, comme l'autisme, ça augmente aussi. Mais voilà, on n'a pas une épidémie, ça ne marche pas comme ça. Et donc, tous ces signes-là, c'est des signes quand même qu'il y a quelque chose qu'il faut modifier quelque part d'une façon ou d'une autre. Là, vous êtes d'accord tous les deux. Effectivement, les enfants, ils ont peut-être une attention qui est plus fluctuante, mais nous aussi adultes, excusez-moi, parce que si on essaye aujourd'hui de lire... Proust, tous les soirs, bon courage les amis. Voilà, bon courage les amis, Stéphane. dans la Pléiade, on rajoute. Donc voilà, et on est tous aussi un peu, et je dis pas que c'est une bonne chose, c'est aussi une réalité, on va pas retourner au temps d'avant, on va pas retourner à l'âge de pierre, c'est pas possible. Donc à un moment donné, tous ces malaises, ils veulent bien dire qu'il faut changer quelque chose. Moi j'interviens aussi dans des écoles et je fais des conférences dans des écoles sur comment aider les enseignants à qui on demande quasi de faire un cours particulier à chaque enfant, parce que chaque enfant peut avoir des singularités, et en a à un moment donné de sa vie d'enfant, et ça marche pas. Évidemment, ils craquent parce qu'ils ne peuvent pas faire un cours particulier. Alors comment on fait, Béatrice, dans ce monde-là? On a par exemple pour les enfants, pour les enseignants, on a un modèle, alors de manière très simpliste, et ça ne marche pas comme ça d'un coup de baguette magique, mais qui est basé sur les écoles des pays du Nord, qui est l'Universal Design for Learning, en disant que en fait, on ajuste, c'est le système qui s'ajuste et pas l'enfant qui s'ajuste. Et aujourd'hui, on demande aux enfants, aux êtres humains en permanence, de s'ajuster à un système qui ne tient pas, alors que c'est l'inverse, justement en psychologie cognitive et en diversité cognitive. L'idée, c'est que c'est le système qui s'ajuste à l'individu et pas l'individu qui s'ajuste au système pour éviter justement le grand écart et l'écartèlement entre qui on est et comment on fonctionne. Déjà, simplement, si on ne me demande pas d'être un gaucher contrarié, je vais aller beaucoup mieux ou moins mal. Ça ne résout pas tout, mais ça résout en grande partie. Et ce malaise, par exemple, on le voit en permanence dans les entreprises, dans les écoles, parce qu'on demande aux gens d'être des gauchers contrariés. En gros, vous êtes en train de dire que c'était pas mieux avant. Non, mais voilà. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Et qu'aujourd'hui, la réalité. Par exemple, si vous parliez d'entreprises en disant qu'effectivement, les entreprises rentrent aussi dans la diversité cognitive parce qu'on se rend compte qu'une équipe neurodiverse, qui n'est pas avec des clones, pas que des clones, eh bien, va gagner
en efficacité, en efficience et en chiffre d'affaires jusqu'à 150%. Les entreprises, et ils voient leurs bénéfices déjà en chiffre d'affaires, hein, tout simplement, c'est pas altruiste une entreprise, mais ils voient leurs bénéfices en termes de diminution du turnover, diminution de tous les B-out, le burn-out, le brown-out, le bore-out, avec enfin voilà. Et donc pour une entreprise, d'avoir des collaborateurs qui sont mieux à leur place, mieux dans leur basket, un peu comme une équipe de basket, une équipe de foot, une équipe de cuisine, une brigade, une unité militaire, un orchestre, chacun est à sa place, c'est pas interchangeable. Ouais. Et là, vous bénéficiez à tous et en intelligence collective. Moi, je prône beaucoup l'idée de, évidemment, le développement personnel, oui, pour soi, mais dans une intelligence collective. Et je crois que c'est ça le futur, c'est cette intelligence collective. C'est pas d'être très individualiste, parce que ça ne marchera pas. Ouais, mais ça, vous êtes d'accord quand même, Stéphane, sur ce point-là? Non, je suis pas d'accord avec des points qui me semblent des points très importants. D'abord, c'est difficile de comparer les époques entre elles. Mais je suis pas sûr que notre époque, et vous avez raison, qu'il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas ragoûtants, qui sont inquiétants, qui sont angoissants sur le plan climatique. Il y a des conflits, etc. Les conflits sont loin. On sort d'un siècle où les conflits étaient proches. On était au milieu dedans, ils étaient en Europe, et les gens ont fait comme ils ont pu. Ils ont eu des traumatismes. D'ailleurs, la notion même de traumatisme, je ne vais pas vous l'apprendre, a été inventée juste au lendemain de la Première Guerre mondiale, la guerre de 14-18, pour parler justement de l'état dans lequel se trouvaient les poilus et les gens de la guerre de 14-18. Alors, on ne va pas comparer avec la guerre de 14-18, dont je vous rappelle que plus de la moitié des collégiens ignorent complètement quand elle a eu lieu et pourquoi elle a eu lieu. La moitié des collégiens ne savent rien de la Première Guerre mondiale. Alors, moi, je crois... Ça ne vient pas d'eux. Mais c'est le programme. Ça ne vient pas d'eux. Ça ne vient pas d'eux tout seul. On parlait tout à l'heure je suis assez d'accord avec Béatrice pour ce point-là. En tout cas, c'est pas la faute de l'école. C'est peut-être si vous voulez... C'est systémique. C'est ce que je dis. Systémique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que tout à l'heure, quand vous dites qu'il faut que le système s'adapte aux individus, ça existe. Un système qui s'adapte aux individus, ça existe. Allez de l'autre côté de l'Atlantique et vous allez voir ce que c'est un Américain moyen ou un Canadien moyen par rapport à un Européen, un Italien ou un Espagnol ou un Finlandais moyen. Vous allez voir ce que ça peut donner en termes de système scolaire. C'est-à-dire des gens qui savent rien. Ou à peu près rien. C'est un peu xénophobe. Donc c'est ça que non, c'est pas xénophobe. Je vais en Amérique tous les ans et j'y enseigne même. Non, c'est pas le sujet là. C'est pas le sujet. Mais par contre, il me semble que un enfant, ça a un environnement. Et à l'intérieur de son environnement, par exemple, la sphère familiale joue un rôle très important. Un enfant, quand il arrive à l'école, il sort de sa famille. Ouais. Si dans sa famille, il est collé à son portable, s'il est face à des parents qui eux-mêmes sont collés à son portable, s'il joue aux jeux vidéo sans surveillance, etc. Ce qui est ça, tout le monde est d'accord. Oui, tout le monde est d'accord. Avec vous, Stéphane. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Mais ça veut dire que, un enfant capable de suivre des enseignements, d'avoir envie de suivre une formation et d'avoir un jour un métier, ça suppose déjà un enfant qui est capable de se concentrer. Vous voyez ? Mais tout n'est pas lié aux écrans. Tout n'est pas lié aux écrans. On n'est pas lié aux écrans. Mais je ne suis pas en train de vous les diaboliser. Je suis en train de vous dire que c'est un des éléments quand même extrêmement important. Mais là, on parle d'éducation tout à l'heure. Et vous parlez d'éducation. On parle d'éducation, mais il n'y a pas que ça. Si vous allez par là sur les écrans, c'est pas, on peut les diaboliser parce que tout n'est pas bon sur les écrans, mais il y a des choses qui sont bonnes aussi. Mais si vous regardez par exemple les chiffres des incivilités, des violences et de tous les crimes qui sont très sympathiques, qui sont commis en France, 80% minimum commis par des hommes, ça pose peut-être une question autre que celle des écrans. C'est pas sur les écrans que les messieurs apprennent à devenir toxiques. Il y a les jeux vidéo, pas tous. Certes, mais il n'y a pas que ça. Mais ça existe depuis. La perte d'empathie, elle est générale. La perte d'empathie, voire de la violence, et la trouver banalisée, trivialisée. Paradoxalement, on n'a jamais eu autant de personnes qui se revendiquent et qui sont diagnostiquées, alors étiquetées hypersensibles. Vous avez l'impression que c'est une nouvelle tout à fait inédite dans l'histoire humaine de découvrir que les hommes sont à 90% plus violents? Non, je dis que... Non, d'abord, c'est pas une fatalité. Je dis que ça pose aussi question... Mais on dit pas que c'est une fatalité, mais c'est pas nouveau. Ça pose question de comment on peut changer ça. Moi, je suis assez d'accord. Oui, parce qu'en fait, non, pas du tout. Je pense qu'en fait, le constat, on le fait. On peut pas aller contre le progrès des écrans, de la technologie, et puis on est obligé de faire face aux problèmes qui, mon Dieu, sont multiples. Il suffit d'ouvrir la télévision le soir et on en a tout le temps. C'est plutôt comment on fait maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Il est 11h34. J'aimerais bien qu'on ait des solutions. Parce que là, déjà, faut en être conscient. Ouais. Il ne faut pas le prendre comme une fatalité parce que c'est comment on y fait face. C'est vrai que plus on commence tôt,
plus on peut mettre des petites graines tôt. Je ne sais pas d'alignement, mais de respect et effectivement, comme vous le dites Stéphane, d'empathie, parce que l'enfant, naturellement, il est très empathique. C'est après qu'il le perd. Ouais. Donc, c'est comment on le cultive. Et puis... C'est vrai qu'en famille, il se passe des tas de choses. C'est vrai, s'il a un papa et une maman qui ouvrent jamais un livre le soir, il va pas avoir envie il va pas avoir envie d'en ouvrir un. Et moi, je suis désolé, moi, même si je suis fatigué, je lis un livre. Et le week-end, je lis un livre. Et je suis pas tout le temps collé à la télévision ou à un écran. Je lis un livre. Et j'ai autour de moi des gens qui lisent des livres. Et vous voyez, parmi les étudiants et les élèves que j'ai, j'en ai encore une catégorie, Dieu merci, elle existe, et elle est encore assez importante. Plus bon, j'enseigne dans un lycée assez privilégié, où ils ont un contact avec le livre. Mais je suis désolé. C'est une vraie question. C'est pas une question de ringard de dire est-ce que l'écran, c'est un problème ou pas ? Est-ce que le temps de concentration, de réflexion, d'introspection, d'imagination qu'on a quand on est en train de se recentrer sur soi, sur un livre, est-ce que c'est important ? Non, c'est pas important, c'est plus qu'important. Je pense que vous dites la même chose, en fait, mais en fait, c'est décisif. Le système, la famille vient aussi du système. Mais on sait bien que l'environnement a un rôle jusqu'à 60% dans l'expression de ce que vous voulez, les gènes, de l'intelligence, de l'anxiété. L'environnement a un rôle, mais l'environnement, c'est aussi ailleurs que la famille. Et heureusement, quand on a des familles dysfonctionnelles, que vous voyez, les gens peuvent aussi aller bien. C'est pas parce qu'on a une famille dysfonctionnelle qu'on va complètement de travers. Catherine Pancol, alors qui n'a pas 12 ans, qui n'a pas 20 ans, qui est un petit peu plus âgée, mais on connaît ses succès, hein, vous connaissez tous Catherine Pancol. Elle disait à ce micro il y a quelques temps qu'elle avait des parents alcooliques qui se tapaient dessus, ça se passait horriblement mal à la maison. Elle avait qu'une seule envie, chaque week-end, c'est de retourner à l'école, quoi. C'est une femme qui a été sauvée par l'école. L'école publique laïque obligatoire, elle permet ça depuis Jules Ferry. Je ne sais pas si elle le permet encore aujourd'hui, parce que vous avez beaucoup d'enfants maltraités et malmenés. Si l'école permet pas quoi ? Non, mais l'école... Si l'école permet pas... public. Mais même l'école d'aujourd'hui, vous me dites que l'école d'aujourd'hui, elle ne traite pas les problèmes des enfants. Elle ne fait pas des commissions éducatives, elle n'a pas des psys, elle n'a pas des CPE. Là, excusez-moi, je m'inscris en faux contre ça. L'école, plus que jamais, elle essaye de s'occuper de ça, justement. Elle essaye en demandant aux enseignants de faire, entre guillemets, un cours particulier à chacun et de s'ajuster à chaque enfant. Non, c'est pas ce qu'elle demande. C'est pas ce qu'elle demande. Il y a des créneaux pour le faire, mais je peux vous dire, pour être professeur en lycée, qu'aujourd'hui, il n'y a pas une classe. Mais la question, c'était pas, excusez-moi, mais je réponds à Marie-Ange quand même que la question, qu'effectivement, il n'y a pas que l'école qui sauve les enfants dont les familles ne vont pas bien. Il y a tous les modèles autour, les parents des copains, les grands-parents, les n'importe quoi. L'environnement, c'est pas juste la famille et l'école. Il y a bien plus que ça. Et donc, effectivement... Le sport, l'art. Et donc, heureusement qu'on peut, même si on a des familles dysfonctionnelles, quand même trouver un équilibre et aller bien, parce que sinon... On en connaît tous, et ça fait du bien. Sinon, on serait peut-être à peu près tous déglingués, parce qu'il y a des moments où ça dysfonctionne d'une manière ou d'une autre. C'est la vie, c'est comme ça. Et heureusement qu'on arrive quand même à en retirer quelque chose et à grandir, malgré tout ça, malgré les épreuves. Et je pense que effectivement, il faut commencer très tôt avec les enfants, mais il ne faut pas non plus tout renvoyer aux écrans, parce que là, ça serait vraiment trop réducteur. Et c'est pas ce qu'on fait. De transmettre effectivement à nos enfants des valeurs, ça c'est la première des choses. Parce qu'un enfant, vous l'avez dit, il vient au monde, c'est une belle personne, un enfant, c'est des enfants. Mais moi, il y a des études aussi que des chercheurs ont menées sur le bien-être mental et la santé mentale. Donc on sait effectivement que tout ce qui contribue à aller bien, c'est des valeurs extrinsèques, c'est-à-dire tourner vers les autres, l'altruisme, la générosité, l'empathie, etc. Mais que quand on regarde aussi, par exemple, il y a une étude, moi que je trouve très rigolote, où des chercheurs sur la planète entière ont éparpillé des portefeuilles partout, dans différents pays, avec des sous dedans, évidemment, et regardaient et demandaient aux gens, à votre avis, combien de personnes vont rapporter le portefeuille. Et donc, moi, la première, j'ai dit, en ayant très confiance dans l'être humain, j'ai dit 20%. En me disant déjà, c'est pas mal. Je ne comprends pas, mettre des portefeuilles où ? Mais dans la rue, vous mettez des portefeuilles dans la rue et vous attendez avec une carte pour tester. Ah ouais. Voilà. Et en fait, quand vous demandez, finalement, on dit, à votre avis, combien de personnes vont rapporter le portefeuille avec de l'argent dedans ? Moi, je disais 20%. En fait, on a plus de 80%. D'accord. Et plus il y a d'argent dans le portefeuille, plus il est rapporté. Et alors, moi, j'ajouterais... Donc, c'est merveilleux. Oui. Ça veut dire que les gens sont quand même pas... Mais voilà, on est d'accord. Moi, on peut faire confiance à nos congénères aussi. Qui a été pointé par Václavic, un grand nom de la systémie. Et il dit, quand vous avez perdu votre portefeuille, qu'il y a de l'argent, quelqu'un vous le rapporte et vous vous rendez compte qu'il y a tout l'argent liquide dedans. Quelque part, il plante une petite graine où vous êtes obligé, vous, d'être honnête, parce qu'il a impulsé quelque chose chez vous. Et puis l'autre chose que j'ai envie de dire, tous les dysfonctionnements, on les connaît,
Mais c'est aussi important de pointer les belles histoires. Et les belles histoires, ils existent. Les belles transformations aussi. Mais Oui, oui, oui. un enfant qui, dans un environnement, sort du lot. Un adulte qui, à un moment donné, alors que vraiment rien ne va aussi se réaliser. Alors, ce n'est pas la loi générale, puisque ce sont des exceptions. Mais c'est important de se dire quels ont été les ingrédients qui ont permis ces exceptions. Et Mais ça, de montre tout que temps, c'est c'est vrai. Alors, je vais possible. vous Ça réconcilier montre avec que cette c'est émission possible. du jour. Exactement. Attendez, excusez-moi, Stéphane Focari. De tout temps, il y a des personnes qui ont eu des environnements épouvantables, qui ont eu des familles épouvantables et qui s'en sont quand même sorties par par l'effort, par la philosophie, par la recherche, par le Par les travail. rencontres, Mais on, par la mais on rencontre. s'en sortait même à une époque où on ne pouvait pas aller à l'école. Exactement. Moi, je suis agrégé docteur. Mais Mes oui. parents et mes grands-parents, ils n'ont pas pu aller à l'école. C'est pas le problème. Ça n'enlève rien au caractère constructeur et, à mon avis, central de l'école, encore aujourd'hui, dans la vie d'un enfant. Et je n'en démords pas si je vous dis que nous sommes, dans le monde éducatif, de plus en plus confrontés à des enfants, ou en tout cas à une grande catégorie croissante d'enfants qui sont incapables de faire face à un effort long, difficile et pas immédiatement ragoûtant, et parfois avec la complaisance de leur famille et de leurs parents, Ouais. qui leur font des mots, qui les excusent, qui les aiment. Vous l'avez dit, Marie-Ange, vous aimez vos enfants, moi aussi, mais aimer sans enfants, c'est pas simplement leur faire un certificat de complaisance ou de leur dire « Ah, c'est vrai, oh ma pauvre, aujourd'hui, tu as 3 contrôles. » On a eu, nous aussi, 3 contrôles dans la journée et on les a fait. Ouais. Et il me semble que un enfant, ça s'éduque aussi à l'effort. On veut trop les protéger. Ah, moi, alors, franchement, j'en Ça fais partie. s'éduque, Hein. ça s'éduque aussi au travail. Et on est aussi dans ce monde-là. Ouais. Je suis désolé d'être obligé de le rappeler ce matin. Mais l'alignement, c'est pas que du bonheur, que des sourires, que de la bienveillance, C'est de que se de la dépasser. gentillesse. Et un Mais système on n'a jamais qui dit tourne ça. autour du Non, non, nombril mais de c'est monsieur très ou machin. exigeant. C'est aussi pousser quelqu'un avec un idéal, avec une norme commune, à avancer et à faire le même boulot que les autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup d'enfants sont, alors que la seule chose dont ils ont à s'occuper, a priori, puisqu'ils ne travaillent pas encore, Ouais. que ce n'est pas eux qui gèrent leur foyer, etc., ce qu'ils ont à s'occuper, c'est de croître, évidemment, comme des enfants, qu'on éduque, avec tous les aspects de leur existence, mais avec aussi, comme cette dimension centrale, leur instruction et leur éducation, qui va quand même préparer et construire une grande partie de leur vie. Donc, on sait que ce sont des adolescents, enfin des enfants, des adolescents, etc., et puis des jeunes personnes, qu'à cet âge-là, je suis désolé, on n'est pas très alignés encore. Hein. À cet âge-là, tout se met en place, tout se construit, on n'est pas encore en ligne. Et quand je parle, moi, avec mes élèves ou avec mes étudiants, de la question du bonheur, par exemple, qu'on aborde philosophiquement, mais avec des concepts, hein, pas avec des méthodes, pas avec des trucs, pas avec des machins. Quand on essaye de penser ce que c'est que le bonheur, ça prend du temps, et que c'est sans doute pas dans le premier tiers, peut-être même pas dans la première moitié de sa vie, qu'on est le plus heureux. Non, je suis d'accord. Le bonheur, ça suppose une construction, une connaissance de soi. D'apprendre à le définir Ça suppose aussi, des expériences, ça suppose de relativiser des choses qu'on a vécues, de les comparer, de prioriser des choses, etc. Donc ça suppose le temps. Or, et on y revient à la boucle. Et moi, j'ai rien contre le concept d'alignement. D'ailleurs, je suis venu volontiers dans votre émission. Mon pauvre et je suis Stéphane, très heureux. je vous condamne Non, pas du tout. aujourd'hui. Non, je suis très heureux d'en parler, justement, parce que c'est problématique. Et que le philosophe, ne croyez pas qu'il soit là pour jeter la polémique, etc. Le rôle d'un philosophe, c'est d'essayer de penser et d'essayer de voir comment, à des moments, il y a des choses qui sont en tension, ou qui sont contradictoires, ou qui sont paradoxales. Et ce qu'on voit dans notre époque, c'est qu'on n'a jamais fait autant pour que nos enfants soient heureux, et ils ont, semble-t-il, jamais autant de mal à le devenir. Et Donc, bien il y a voilà, une sur cette contradiction. parole de sagesse pour se comprendre, pour me comprendre, Véronique Sanson. À tout de suite, les amis. Radio Notre-Dame, RCF. Pour me comprendre,
Il faudrait savoir qui je suis pour me comprendre. Il faudrait connaître ma vie et pour l'apprendre, devenir mon ami. Mais pour me comprendre, il aurait fallu au moins ce soir pouvoir surprendre le chemin d'un de mes regards, triste mais tendre, perdu dans leur hasard. Je l'ai connue toute petite, dans les bras de sa grand-maman. Dommage, dommage, j'aimais tellement son visage. Pour me comprendre, il faudrait savoir le décor de mon enfance, le souffle de mon frère qui dort, la résonance de mes premiers accords. Mais pour me comprendre, il faudrait connaître mes nuits, mes rêves d'amour, et puis mes longues insomnies quand vient le jour, la peur d'affronter la vie. Il y a peut-être quelque part un bonheur dont j'aurais eu ma part. Dommage, dommage, j'aimais tant certains paysages. Pour me comprendre, il faudrait la connaître mieux que je ne pourrais. Il faudrait l'aimer plus que moi, et je vous dirais que je n'y crois vraiment pas. Mais pour me comprendre, il faudrait avoir rencontré l'amour, le vrai. Vous comprenez le grand amour et savoir qu'après, à quoi sert de vivre encore un jour? Eh bien, quelle vie, les amis, pour me comprendre. Un air magnifique signé évidemment Véronique Sanson, un hymne à la vie telle qu'elle est, telle qu'elle doit être. Comment l'accepter, cette vie, et surtout, est-il vraiment possible d'être aligné, de s'aligner, hein, peut-être avec une notion active et pas le fait de subir, d'attendre d'être aligné, mais de s'aligner, peut-être ce serait plus approprié. Béatrice Millet est avec nous, docteur en psychologie, qui vient d'écrire La thérapie de l'alignement, qui rêvait de titrer son livre La contre-thérapie. J'aurais préféré parce que je trouve ça plus intéressant et plus piquant. Chez Marabout, Stéphane Flocari est également avec nous, docteur agrégé de philosophie, quand est-ce que ça sort, Stéphane? 7 novembre, Marion. Le 7, c'est imminent alors. C'est bientôt. Vous reviendrez, j'espère, en parler, parce Avec qu'on grand aime beaucoup bonheur. Nietzsche dans cette maison, vous le savez. Mais merci, mais je viendrai avec Le plaisir. texte choisi, La bibliothèque idéale de Bibliothèque Frédéric idéale. Nietzsche, Ouais, chez ouais. Les Belles Lettres, magnifique. Traduit par moi de l'allemand. Ouais. Ah oui, c'est vrai que vous êtes en plus... Oui, j'ai traduit 500 pages des plus belles germanophile. pages de Nietzsche. Ouais, c'est un long travail. Bravo. Dominique Janteur est également avec nous, fondatrice dirigeante de Team Création, qui avait écrit Réussir en étant pleinement soi-même chez Interédition. Dominique, vous étiez en train de recentrer un petit peu notre sujet, puisque Oui, nous je nous trouvais égarions. qu'on s'était écarté de l'alignement, mais par contre, ce qu'on a dit, c'est que l'alignement, c'est pas une ligne, c'est quelque chose d'extrêmement mouvant en fonction de ce qu'on vit dans sa vie. Et peut-être qu'un des marqueurs de se dire aligné, c'est pas quand tout va bien. C'est quand on a un revers, c'est quand on a un bas, c'est quand on a une déception, c'est quand on a un échec. Est-ce qu'on arrive à le vivre, à prendre du recul, à le métaboliser? Est-ce qu'il faut le chercher à ce moment-là? L'alignement, peut-être pas. Si. Alors, si on est aligné, on passe pas un bon moment, mais on arrive à s'en remettre et on en tire quelque chose.
Et donc, ça C'est ça que ça veut renforce dire. ultérieurement son alignement, mais par une richesse. Et je voulais revenir au bonheur. C'est vrai que l'alignement, c'est pas le bonheur, c'est vraiment une exigence de pouvoir avoir une vie dont on est fier, une vie qu'on peut défendre. Alors ça, personnellement, Marie-Ange s'exprime, je suis d'accord avec vous. Et moi, je trouve que ce qui nous apporte le plus de bonheur du haut de mes 42 ans, n'est-ce pas, c'est de se dépasser, oulala, mais j'ai tellement de choses à dire, de sortir de ces zones de confort, comme on dit aujourd'hui, de se dépasser, d'accomplir des choses qu'on ne pensait pas être capable d'accomplir. Ça, c'est Bien la sûr. vraie vie. Enfin, Oui, bien ça, sûr, c'est le oui, bonheur oui, pour et moi de- et maintenant. Oui, je suis Béatrice. d'accord, c'est quand on aura 100 ans de se retourner sur Voilà. notre vie et de se dire est-ce que finalement ça a été une vie qui m'a correspondu, pas une vie chouette, c'est pas juste ça, ce que j'ai tout à l'heure, les valeurs extrinsèques sont celles qui nous apportent le plus. Et puis effectivement, vous disiez les épreuves ou les obstacles, Ouais. et on a ce concept en psychologie qui est la croissance post-traumatique. Vous parliez des traumatismes, effectivement, mais on connaît le stress post-traumatique, on connaît beaucoup moins la croissance post-traumatique, c'est-à-dire vous vivez un événement douloureux, soit vous tombez, Ouais. dépression, allez en raccourci, soit vous êtes résilient et vous repartez à l'identique, soit vous vous désintégrez, ce que M. Dabrowski avait appelé la désintégration positive, et grâce à un phénomène de croissance post-traumatique, vous passez un cran. Eh ben, C'est un mystère, Béatrice. c'est ça aussi, C'est un mystère. Les uns vont euh, ici, les autres vont là. Ben, ça dépend aussi de ce que vous venez de dire très justement. Est-ce qu'à ce moment-là, ils se remettent en question? Quel est leur chemin qui ont permis d'arriver jusque-là? Mais on sait qu'on a aussi ce phénomène de croissance au-delà du traumatisme qui nous fait grandir en C'est conscience. accessible. Tout le Mais monde y bien a sûr, c'est accès. accessible. Tout le monde y a accès. Il y a certaines personnes, j'ai envie de dire, qui presque se jettent directement dans le mur pour grandir d'un cran. Bon, entre On guillemets, n'est pas obligé de tous passer par là, on n'est pas obligé de mais- tous passer par là. Mais effectivement, on a ces mécanismes qui permettent aussi, d'un moment donné, de dire, oui, j'ai vécu des aléas, et je repars pas à l'identique. Et c'est ça qui fait grandir, et c'est ça qui fait que finalement, Pour une meilleure petit version à de petit, soi-même. exactement, pour une meilleure version de soi-même, qui fait que petit à petit, Est-ce on que je vais grandit. réconcilier ces trois personnes autour de cette table? Je Mais suis nous pas essayons de sûre, penser mes et de amis. réfléchir. Donc, quand on essaye de penser et de réfléchir, Absolument. forcément, on ne formule pas les choses à partir du même angle, on ne voit pas les choses de la même façon. Mais l'important, c'est qu'on puisse dialoguer, discuter, que les idées passent. Et puis, on fait confiance à l'auditeur pour se faire aussi une idée à partir de tout ce qui lui est dit et de construire sa propre pensée. On n'est pas là pour dicter aux auditeurs ce qu'ils doivent penser. Personnellement, aujourd'hui, j'avoue que j'ai une pensée particulièrement émue pour Samuel Paty et Dominique Bernard, mes deux collègues qui ont été victimes d'une violence absolument affreuse. Tout à l'heure, avant de vous venir, j'arrivais juste à l'heure parce que je voulais absolument être à la minute de silence avec mes élèves, parce que ce matin, on faisait des minutes de silence dans tous les établissements français. Moi, j'ai l'impression que pour être aligné et pour avoir ces ressources qui nous permettent de faire face quand on a des épreuves, quand c'est difficile, etc. Et Dieu sait qu'on a parlé aujourd'hui de la difficulté des jeunes gens à faire face aux épreuves tout petits. Parce que les épreuves, c'est d'abord les épreuves C'est vrai. scolaires, les épreuves sportives, etc. Pendant le mot Comment épreuve, t'apprends à faire on a un sens très large. C'est-à-dire, demain, j'ai un très gros contrôle de maths qui va déterminer au coefficient important toute ma note du trimestre. C'est une épreuve pour un enfant. Et il y en a pour qui c'est difficile, évidemment. Bon. Mais j'ai l'impression que s'ils conservent des modèles d'adultes exigeants, avec des idéaux, avec des valeurs fortes, j'ai pas l'impression d'être un ringard en disant ça. J'ai l'impression que c'est très important, n'est-ce pas? Ouais. J'ai l'impression que le professeur, de ce point de vue-là, certains professeurs peuvent être inspirants, peuvent être déterminants dans une vie, que l'école a Absolument, beaucoup ça, c'est à vrai. apprendre. Mais évidemment qu'on ne peut pas être... on sait très bien qu'on a des élèves qui sont des élèves brillantissimes, qui rentrent dans toutes les grandes écoles et qui sont ni heureux ni alignés, n'est-ce pas? Et on n'a On en pas... connaît tous. Et on n'a c'est pas vrai, ça. superposé le bonheur et l'alignement, mais je Ouais. pense que tout le monde comprend ce que je veux dire ici, c'est-à-dire en phase avec eux-mêmes, en harmonie avec eux-mêmes. Je pense que quand même être aligné, c'est le travail d'une vie, n'est-ce pas? C'est le travail d'une vie entière. Et une vie, ça connaît des phases, alors c'est vrai. Béatrice a raison. À la fin du chemin, qu'est-ce qu'on pourra dire? Est-ce que ça a été une vie dans l'ensemble satisfaisante, constructive, une vie où j'ai fait quelque chose aussi? Vous savez ce que disait Sénèque, Non. le stoïcien que je relisais récemment Ouais. pour faire un cours sur le temps? Sénèque dit, les hommes se plaignent parce que la vie est trop brève. Ils disent, la vie est trop courte, j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais, etc. Sénèque dit, non. La vie n'est pas du tout trop brève. La question, c'est qu'est-ce que vous en avez fait? Eh bien, j'ai envie de Qu'est-ce que terminer vous- l'émission sur cette belle Qu'est-ce que question. vous faites de votre vie? Eh bien, merci Stéphane Flocaré, merci Béatrice Millettre et merci, Merci. Dominique Janteur. Gros bisous à Brigitte qui nous écoute, que j'ai vu hier, qui se reconnaîtra. On vous embrasse, chère Brigitte, et très bonne journée à tous.
RCF. Dans quelques minutes, Christophe Maury vous présentera les dernières nouveautés littéraires à ne pas manquer. Restez avec nous. La tribune libre des associations familiales catholiques. Pascal Maury.